Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie d'Arthur Collin. Merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion. Bonjour. Vous venez de publier La prophétie de l'enfant indigo aux éditions du Rocher. Alors pourquoi avoir écrit ce livre ? Ce livre, c'est le troisième volet du premier roman qui s'appelait L'enfant indigo. Ensuite, il y a eu L'œil du monde et L'enfant indigo. Et La prophétie, c'est l'aboutissement, c'est un petit peu le résultat des deux premiers. Et dans les deux premiers, ça parlait de quoi exactement ? De l'enfant indigo vu quand même du point de vue roman, c'est-à-dire que qu'est-ce que les enfants indigos ? Ce sont des enfants qui ont une aura particulière, je crois que vous savez ça aussi bien que moi, et qui seraient venus il y a quelques années, 10, 20, 30, on ne sait pas, et maintenant ils seraient peut-être remplacés par les enfants cristal, etc. Mais l'important pour moi n'est pas là, c'est plus le message des enfants qui rentrent dans la société d'aujourd'hui, qui la jugent, et le mien en particulier, qui est un enfant indien qui arrive aux États-Unis par divers moyens, est complètement déphasé. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que si on prend un enfant américain ou un enfant français aujourd'hui dans le système, il aura beaucoup de mal à le juger, ou en tous les cas à comprendre ce qui se passe, parce que même s'il est dedans, il faut prendre du recul pour bien voir. Donc un enfant indien qui arrive dans une civilisation comme celle des États-Unis a, à mon avis, un point de vue très lucide sur ce qui peut se passer. Et dans La prophétie, donc le troisième, le dernier, lui va rencontrer des gens assez importants, que ce soit des militaires aux États-Unis ou même au-delà. Je ne vais pas non plus dévoiler tout le roman, mais donc il va tomber sur un projet, notamment aux États-Unis, qui s'appelle le projet HARP, dont certains ont entendu parler, qui est un projet absolument effroyable. Justement, on pourrait en parler. J'allais vous poser la question, qu'est-ce que le projet HARP ? Parce que tout le monde n'est pas obligé d'en avoir entendu parler. Hein. Il y a le point de vue des scientifiques qu'on peut trouver sur le site de HARP, tout simplement, oui. et qui vous explique que c'est un réchauffeur ionosphérique comme il en existe un en Russie et quelques-uns à droite et à gauche dans le monde. Mais c'est tout de même le plus important sur la planète actuellement, et à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se battent contre ce projet, à mon avis, c'est plutôt un projet qui est, dans un premier temps, est destiné tout simplement à changer la météo. Donc, on envoie dans l'ionosphère quelque chose comme 1,5 milliard de watts dans le ciel, comme ça, sans problème. Et on essaye donc de changer la météo. Moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin avec HARP, et ça, c'est parce que je me suis énormément documenté. Il y a un livre extraordinaire qui s'appelle « Les anges ne jouent pas » de cette HARP aussi, qui permet d'en savoir beaucoup plus sur le sujet HARP. Et moi, mon enfant indigo donc va rencontrer un général qui est censé diriger cette station, même si théoriquement ce sont des civils qui sont à la tête de ça, mais enfin des civils qui émanent, qui travaillent pour le gouvernement évidemment. Et donc, ce qui se passe, c'est que d'après ce qu'il croit comprendre et d'après ce que moi j'ai compris, c'est avant tout un système qui permettrait au départ effectivement d'avoir une influence sur la météo, ce qui est déjà dramatique, parce que moi je pense que la météo, mon enfant dit très bien, les cyclones sont là par nécessité, c'est-à-dire qu'ils dégagent une masse d'air chaude, je crois, et qui permet de libérer les masses qui se trouvent dans le nord, dans le grand nord et dans le grand sud. Donc déjà, c'est quelque chose d'insensé de vouloir changer la météo. Je ne crois pas qu'on puisse interférer comme ça. C'est se prendre pour un dieu, et je ne crois pas que l'homme soit aujourd'hui à la hauteur. On veut continuer à bricoler la nature. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, à mon avis, c'est bien plus pervers. C'est qu'au-delà de ça, déjà, il y a aussi la possibilité de renvoyer de ces services d'ionosphère, non pas pour la percer, même si il y a des idées de ça, mais aussi pour renvoyer des rayons n'importe où sur la planète. C'est-à-dire qu'on se sert de l'ionosphère comme d'un miroir. On envoie des micro-ondes, c'est rien d'autre que des micro-ondes, et on les fait arriver là où on veut sur la Terre. Donc avec des micro-ondes, on a le même effet qu'avec un four à micro-ondes. On peut brûler une partie des habitations, des gens, tout ce qui se trouve en dessous, mais on peut aussi essayer d'influer sur leur cerveau. Et ça, c'est le grand travail des Américains depuis bien longtemps. Il y a eu un projet qui s'appelait le projet MK Ultra dans les années 70-80, qui consistait justement à essayer d'agir sur les cerveaux des gens par des moyens à la fois chimiques, à la fois physiques.
Alors justement, en parlant de ça, alors je n'ai pas exactement le nom, l'intitulé, mais j'ai des voisins d'ailleurs, et on en parle souvent, on en parle sur Internet, il paraît qu'il y a des conférences un peu partout, on balancerait quelque part de l'aluminium, les avions balanceraient de l'aluminium un peu partout justement, soi-disant que c'est pour faire passer mieux les portables, mais en réalité c'est pas ça du tout. Vous êtes au courant de ça? Oui, les chemtrails. C'est ça, voilà. Oui, non, mais déjà dans les années, dans les années 80, on a lancé des aiguilles de cuivre dans le ciel, et ça je le dis d'ailleurs dans la prophétie de l'enfant indigo, pour améliorer les ondes radio. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a eu des tremblements de terre tout de suite après, des séismes, juste au-dessous en Alaska, ça se passe en Alaska, le projet ARP, à Gakona tout simplement parce que c'est un endroit favorable géographiquement, donc on fait ça là-bas. En Alaska, et il y a eu déjà des projections d'aiguilles de cuivre. Donc, il est évident que les projections d'aluminium, il y a un sens. Il y a un sens pour ça, pour améliorer tout simplement le contact électrique. C'est-à-dire qu'on essaye de faire donc un transmetteur. Un transmetteur, c'est exactement ça. On reprend les rayons qu'on envoie pour les transmettre n'importe où et voire les renforcer. C'est-à-dire que on part avec 1 milliard ou 500, ça dépend. Le truc, c'est 40 antennes, je crois, prévues pour 1 milliard 700 millions de watts, ce qui est prodigieux. Hein. Et essayer que ça arrive sur la Terre, non pas avec cette force-là, mais 100 fois cette même force. Donc on peut effectivement rayer de la carte n'importe quel endroit et provoquer des secousses sismiques. J'en suis persuadé, au point que je me pose la question pour le prochain roman, à savoir, pourquoi pas essayer de provoquer un tremblement de terre, par exemple, en Asie. Ouais. Le tsunami, évidemment, on n'a pas les moyens aujourd'hui de le prouver. Le tsunami, mais en revanche, on a les moyens de lancer comme l'étincelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on va, en agissant sur un point très précis, on pourrait faire ça aux Canaries aussi, mais là, ça retomberait sur la tête des Américains, donc ils le font peut-être pas. Mais en faisant ça, comme par hasard, on crée, enfin c'est par hasard, on crée une onde qui est assez précise, parce qu'il y a une polémique là-dessus, sur est-ce que le séisme a été provoqué ou pas, le tsunami. Et ce qui est très curieux, c'est que l'île de Diego Garcia, que je connais d'ailleurs, parce que je suis passé là-bas en bateau à une époque, n'a pas été atteinte. Or, la base de Diego Garcia est une base militaire américaine. Hasard ou pas, quoi. Hein, voilà, donc on peut se poser des questions à partir de là, et se dire, est-ce qu'ils n'ont pas essayé de provoquer ça juste par test? Mais comme par hasard, ce sont les islamistes qui ont été les premiers touchés, à part la Thaïlande, ce qui n'était peut-être pas prévu, parce qu'ils sont encore des apprentis sorciers. Mais n'empêche que toute la côte indonésienne, profondément islamiste, a été atteinte. Alors, moi, je pose la question, est-ce que c'est pur hasard? Mais depuis quelques années, il y a une recrudescence de secousses sismiques un peu partout. On peut se rappeler, il y a quelques années en Algérie, au Japon, enfin, il y en a un peu partout. Hein. Elles sont assez rapprochées. Moi, je crois qu'il y a deux phénomènes qui se greffent. Il y a déjà, dans tous les domaines d'ailleurs, qu'il s'agisse de l'écologie haute, mais il y a le côté phénomène créé par les hommes et le côté phénomène naturel. Naturel, enfin, naturel, oui. Parce que la Terre, ça c'est le deuxième volet, c'est le deuxième côté de l'enfant indigo, c'est de dire, et ils arrivent sur la Terre aussi à une époque où la Terre est en train de changer. Donc on arrive dans l'idée des cataclysmes qui sont annoncés par diverses prophéties 2012 à travers le calendrier Maya, etc. Tout ça est repris dans les 3 indigos que j'ai écrits, et dans plein d'autres livres écrits surtout par des Américains, mais aussi bien par des scientifiques que pas. Et donc je pense qu'il y a peut-être les deux peuvent être liés. Mais ce que je voulais dire aussi tout à l'heure par rapport au projet ARP, c'est qu'il y a un autre qui vient se greffer dessus, qui est le projet Bluebeam. Et alors là, c'est simplement d'envoyer des projections holographiques dans le ciel pour essayer de faire naître des images. Donc est-ce qu'on ne prépare pas à quelque chose? Moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont liées. Ça, c'est assez intéressant comme point de vue. C'est de dire, OK, il y a l'homme qui va agir d'une part, parce que de toute façon, l'homme a toujours essayé de se battre pour dominer, pour avoir son territoire. Ça, c'est pas nouveau. Mais faire ça à une époque où la Terre elle-même est en train de commencer à se rebeller, parce que c'est la Terre, c'est rien d'autre, qui nous dit ça suffit peut-être, les cours d'eau pollués, bien sûr, on connaît, la mer, etc. Peut-être, et puis la façon dont on traite non seulement les humains, mais les animaux, enfin tout, on est quand même monstrueux sur cette planète. Oui. Voilà, donc est-ce qu'il n'y aurait pas, de la part des Américains, un désir de se dire, OK, puisqu'il y a réellement des cataclysmes qui vont arriver, ils sont là, les cyclones sont de plus en plus forts, etc., etc., est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ça,
de cette panique qui va se... Voilà, oui, je comprends. Pour agir. Ouais. Et ça, j'en suis convaincu. Et même si le projet n'est pas, je peux pas dire que c'est à 100% réussi, mais il y a un pourcentage qui est là quelque part, de dire, oui, je pense que, bon, les Américains, mais attention, c'est tous les pays occidentaux, on est tous en train de se battre là-dessus pour s'approprier les satellites, pour dominer au mieux. Donc après, on part dans d'autres dérives qui sont celles de la domestication des esprits. On est très fort là-dessus. On essaye de toutes les manières. Aujourd'hui, c'est la télévision, c'est la publicité, etc. Mais il y a aussi la domestication de manière beaucoup plus subliminale qui va se produire, à mon avis, aussi bien à travers les projets Bluebeam. Ça, ce sera pas trop subliminal, mais à travers les micro-ondes, jusqu'où on peut aller. Après, il y a aussi les puces qui viennent se greffer là-dessus. Bref, je pense que l'homme est en train de... Non seulement on fait des conneries monumentales au niveau de ce qu'eux appellent l'environnement et moi j'appelle la nature, parce que l'environnement voudrait dire que l'homme a été créé pour dominer la nature d'une certaine manière, ou en tout cas qu'il a sa place. Moi, je ne vois pas la place que l'homme peut occuper actuellement dans la nature. Non. Je ne vois pas le bienfait qu'il peut apporter. Donc, à partir du moment où on est négatif à ce point-là, pourquoi est-ce que la Terre voudrait maintenir l'espèce humaine en vie? Je vois pas. Moi, j'ai un côté très pessimiste par rapport à ça. Je pense que vous avez raison parce que l'homme n'a pas été créé pour dominer la nature, peut-être pour s'harmoniser avec la nature, oui, mais pas dominer la nature, à mon avis. On est dans ce discours-là permanent, c'est-à-dire qu'on se moque, on sait très bien qu'on est en train de déboiser, déforester d'une manière énorme, c'est outrancier. On sait très bien aussi, alors dans le prochain roman, je vais beaucoup parler d'une société qui s'appelle secrète, plus ou moins secrète, qui s'appelle Bilderberger, qui sont assez liés au Bohemian Club, au Skull and Bones américain, etc. Et qui se sont réunis d'ailleurs en mai 2005, la dernière fois, et qui ont dit, OK, il est annoncé qu'il y a 35 ans de réserve de pétrole. En réalité, on a au maximum 20 ans de pétrole devant nous. Et dans 2 ans ou dans 3 ans, la crise va commencer d'une manière assez sérieuse. Alors surtout, on n'en parle pas. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce que les intérêts du pétrole sont tellement énormes qu'il ne faut pas en parler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là qui nous gouvernent, parce que les gens qui font partie de ces groupes sont aussi bien américains que français et autres. Évidemment, ce sont des gens assez puissants, mais on a aussi bien Lionel Jospin qui est allé là en tant qu'invité à une époque. Ce sont des membres extérieurs, que des gens de Valéry Giscard d'Estaing, que des gens qui sont évidemment Rockefeller, des grands banquiers, des riches qui veulent absolument prendre l'humanité en charge. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain moment, la nature va dire stop? Le problème, c'est qu'elle va dire stop, mais bien sûr, elle commence déjà à se rebeller, elle commence à dire stop. Et moi, je crois que l'échéance de 2012 n'est pas fausse, c'est-à-dire que je pense qu'après, il y a une nouvelle conscience, et c'est là que l'enfant indigo... Parce que là, moi, je suis dans un dénigrement, une certaine critique de la société par rapport à ce que fait l'homme et tout ça. Mais le côté positif, c'est que je crois justement qu'il y a un éveil de la conscience. Si on se parle aujourd'hui, si des gens écoutent ça avec le moindre intérêt, c'est parce qu'il y a une prise de conscience que là, on va droit dans le mur. Si je dis qu'il n'y a plus de pétrole dans 10 ans, et dans 20 ans, c'est une certitude. Mais d'ici à 20 ans, est-ce qu'on va inventer quelque chose qui va changer ça? Sinon, si on ne l'invente pas, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement on va payer son essence très cher, ce qui va créer des conflits énormes, mais au-delà de ça, imaginez un monde sans voiture, sans avion, sans pétrole. Mais c'est fabuleux. Oui. Extraordinaire. Quelle crise. Mais d'un côté, le négatif, c'est que oui, on ne pourra pas aller voir son match de foot au stade des machins. Mais en revanche, ce qui est formidable, c'est de se dire il n'y a plus de pétrole, donc on va peut-être avoir une autre conscience. On va peut-être arrêter la consommation effrénée, parce que maintenant, la consommation, c'est la nouvelle religion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Est-ce que vous pensez justement que l'être humain va arriver quand même, une fois pour toutes, à prendre conscience et à prendre ses responsabilités? Moi, je crois qu'il y a 3 sortes. Je vais être très méchant, très dur, mais voilà. Il y a 3 sortes d'humanité. Il y a l'humanité des gens qui ont déjà pris conscience de tout ça. Et ça, ce ne sont pas que les enfants, ce sont les adultes. Et les enfants, certains enfants qui comprennent rien à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a ensuite les gens qui sont dans le pouvoir, qui sont les vrais méchants, les gens profondément négatifs, qui connaissent le système et qui s'en servent au maximum, jusqu'à le serrer le presser comme un citron. Et puis il y a toute la masse des gens qui
qui vont, c'est pour ça que je dis, moi je suis assez dur, mais c'est le côté mouton, c'est-à-dire qu'il y a peut-être la masse, elle va être énorme, le pourcentage est énorme de gens qui vont suivre. Ils vont suivre le mouvement. Alors si le mouvement est, pour le moment, c'est le côté très noir qui prédomine. Avec tout ce qu'on sait, et on nous enferme dans un état policier, enfin là j'aborde plein de sujets en même temps, mais mine de rien il n'y a pas de hasard. Pourquoi ça se passe aujourd'hui? Et le pendant de ça, c'est le côté positif, le côté lumière. Et ça, je crois que les enfants indigos apportent quelque chose. Je crois que le changement de conscience est là, et je crois que ça se fait par petits réseaux. C'est-à-dire que nous, on n'a pas les millions de dollars derrière pour imposer une marque de vêtements, pour imposer n'importe quoi, pour imposer une guerre, pour imposer qu'il y ait la faim dans le monde, etc. Ça, on peut pas le faire. Mais en revanche, on peut, par petites cellules, par petits groupes, commencer à agir. Il suffit de surfer un petit peu sur Internet pour voir qu'il y a des centaines d'associations, de groupes, de plus ou moins importants, plus ou moins connus, mais qui essayent de changer les choses. Et ça, je crois que c'est le côté vraiment formidable et positif, et c'est le seul auquel nous... Enfin, moi, dans tous les cas, j'ai envie de m'accrocher parce que là, on n'est plus dans le dénigrement. On dit, ok, moi, vous avez ce système de vie, on va essayer de nous développer un autre système qui est beaucoup plus fraternel, qui est beaucoup plus humain, tout simplement, au sens un peu plus noble du terme, un peu plus efficace aussi, parce que mine de rien, quand des tas de personnes commencent à refuser un système de société, ça peut être la télévision, ça peut être la publicité, ça peut être plein de choses. C'est-à-dire, en gros, refuser le système de consommation qui conduit à des choses quand même assez monstrueuses, quoi, hein, dans les échanges entre les continents. Bon, à partir du moment où on refuse ça, on arrive à vivre dans une autre société. Est-ce qu'on va pas évoluer? Moi, je crois qu'il y a un côté positif, mais au-delà de ça, c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas des milliers d'innocents ou des millions qui vont subir le tsunami, le prochain tsunami, le prochain cyclone. C'est là le problème. Et qui sont naturels, eux, ou plus ou moins naturels, puisqu'on vient de dire que c'était pas forcément toujours naturel. Moi, j'ai pas de solution par rapport à ça. J'ai simplement un espoir qui est porté, qui est retransmis à travers l'enfant indigo ou les enfants indigos. Et au-delà, je dis bien le terme indigo, il englobe vraiment énormément de gens. Et pour moi, c'est tous ceux il faudrait plutôt parler de conscience. Voilà. Et il y en a eu de tout temps, des enfants indigos. Oui, mais je crois pas que de tout temps la planète on n'a jamais assoiffé la planète, on l'a jamais condamnée au point où on la condamne aujourd'hui. Donc il y en a eu de tout temps, il y a toujours eu des pacifistes, il y a toujours eu des gens, même si tous les enfants indigos ne sont pas pacifistes, parce que ce sont des rebelles, et moi je suis ravi d'être rebelle également. Et moi, je suis vraiment extrêmement rebelle. Voilà, mais on peut être rebelle pacifiquement en disant oui, absolument. La majorité qui prédomine, et c'est pas parce que vous avez des armes que moi je vais utiliser des Exactement. armes que celle que Gandhi prônait, c'est-à-dire la paix, mais aussi on va s'appuyer sur vos armes, c'est-à-dire vos armes, c'est la technologie, ce sont les médias et tout. Bon, les médias aujourd'hui, on y a difficilement accès. Ou alors ce sont des médias comme les vôtres, mais c'est difficile aujourd'hui dans le journal télévisé d'arriver à dire, écoutez, voilà, moi je suis pas d'accord, on va passer un calendrier avec des très jolies photos d'animaux en disant attention à l'environnement, mais on va pas parler 2 secondes de la société, on va jamais la remettre en cause. Ah non, on veut pas la remettre en cause, c'est là le problème, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'en sortir, il y a des pressions de partout. Oui, il y a des pressions de partout, mais c'est logique, puisque moi je pense il y a une pyramide, et tout en haut, il y a quelques personnes qui vont prendre les contrôles, qui font partie, par exemple, des Bilderberger, ou qu'on appelle les Bilderberger en français, que j'aime beaucoup comme terme. Mais voilà, ces gens-là vont être à la tête, il va y avoir le roi du pétrole en France, le roi du pétrole, etc. Et tous ces gens-là, effectivement, ce sont eux qui possèdent les chaînes de télévision, ce sont eux qui possèdent tous ces grands médias, mais il n'empêche que je pense pas que le présentateur du journal télévisé, qui pour moi n'est absolument rien, ne représente rien, mais pourtant aujourd'hui on sait très bien que PPDA c'est l'un des hommes les plus populaires en France. Avec quel titre? La messe du 20h. Oui, la messe du 20h. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe dans ces 20 heures? Il n'y a pas une minute d'information. Il y a 30 secondes d'information et tout le reste, ce sont des reportages, ce sont des petits documentaires à droite à gauche, ça va être des faits divers qu'on pourrait retrouver dans les actualités régionales ou communales, mais rien de national. Donc c'est pourquoi est-ce qu'on nous informe pas? Pourquoi est-ce qu'il y a cette désinformation systématique qui est faite avec le consentement ou pas des présentateurs? Je les accuse pas, si ce n'est d'être ou très machiavélique ou complètement idiot. Je penche pour le deuxième, hein, franchement, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense pas que ce soit machiavélique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à prendre conscience, de plus en plus.
Il y en a plein. Moi, de toute façon, il y a déjà une chose que je remarque, c'est qu'on les rencontre beaucoup plus facilement qu'auparavant. Parce que, alors, voilà, il y a aussi les changements, donc, les changements de la Terre qui sont négatifs parce qu'ils nous font beaucoup de mal. Mais en attendant, ces changements sont aussi liés, à ça, vous l'avez entendu sûrement aussi bien que moi, à ce qu'on appelle les fréquences de Schumann, qui sont absolument liées au cœur de la Terre, etc. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le magnétisme aussi qui diminue, qui nous signalerait, donc dans la prophétie, évidemment, j'en parle, qui indiquerait qu'il pourrait y avoir un changement de polarité magnétique. Qu'est-ce qui se passe ? On sait que ça a lieu. C'est pas de la science-fiction. On sait que ça a eu lieu en moyenne tous les 200 000 ans, et que ça a déjà le dernier a eu lieu il y a 670 000 ans. Donc c'est pas de dire est-ce que ça va se reproduire, c'est de dire quand est-ce que ça va se reproduire. Mais là où je veux en venir, c'est très simple, c'est de dire ok, à partir du moment où il y a ces changements-là, qu'est-ce que ça peut induire sur le comportement des gens. Mais je pense que ça induit une chose très simple, c'est que la pensée commence à devenir la pensée, qu'est-ce que c'est aussi? On pourrait parler longuement de la pensée, puisque pour moi la matière n'est jamais qu'une forme de pensée, et qu'on vit dans un monde d'illusions qui va rejoindre la problématique, ou enfin le dogme éventuellement bouddhiste, et donc de dire ok, la pensée est primordiale, mais la pensée est de plus en plus prégnante, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se dit je vais rater quelque chose, on le rate beaucoup plus qu'auparavant. Et si on est en décalage de la même manière entre ce qu'on vit et ce qu'on ressent, je pense qu'on va tomber avoir des maladies qu'on n'avait pas auparavant. Beaucoup plus facilement. On les avait, mais c'était moins évident. On pouvait dire je suis mal à l'aise, etc. Je me sens pas bien aujourd'hui, mais il se passait rien. Aujourd'hui, c'est faux. Je pense que si on est en grand décalage entre, par exemple, ce qu'on va faire comme travail et ce qu'on aimerait faire comme travail, là, il va y avoir des maladies qui vont exister parce que la pensée est très forte. Mais ça marche dans le côté négatif, mais ça marche également dans le côté positif. Si on dit je veux accéder à quelque chose, ça peut être quelque chose de bien ou de mal d'ailleurs, je vais y arriver, et on y arrive beaucoup plus. Donc ça, c'est une force aussi pour nous, pour le côté... parce que moi, je me mets dans la lumière, en toute prétention. Mais à partir du moment où on est on se sent du côté de la lumière, si on peut s'appuyer sur l'idée que la pensée devient si forte aujourd'hui, si fondamentale à nouveau, comme elle l'a été à une époque, puisque enfin il y a trop de champs qui sont intéressants par rapport à la pensée, qui rejoindraient les Mayas, les pyramides égyptiennes, autant que les pyramides... On a déjà réalisé des émissions ici à la radio sur ces thèmes. Mais je suis passionné par tous ces sujets, évidemment. Mais ce que je voulais dire, donc, par rapport aux indigos et au thème, c'est vraiment que la pensée est importante. Aujourd'hui, attention, vos pensées jouent un rôle énorme dans votre vie visible. Alors ces enfants auraient pour mission justement de montrer le chemin à l'humanité. D'éclairer, tout au moins de baliser. Moi, je pense qu'il y a un sens à leur venue aujourd'hui, sur Terre aujourd'hui, absolument. Mais sauf si on parle de 2012, on n'est quand même pas dans 300 ans. Moi, j'ai entendu dire beaucoup de choses sur 2012. J'ai entendu dire que le calendrier Maya, entre autres, qui a été le premier dont on s'est servi pour parler de ça, c'était plutôt 2076. Après, on a dit oui, mais la vraie date, si on reporte ça, etc., c'est 2012. Les phénomènes sont déjà avant-coureurs, sont déjà là. C'est déjà produit, ça commence avec des petites choses, c'est rien. Un cyclone, c'est rien. Il y en a toujours eu, puis il y en a toujours eu des forts. Mais est-ce qu'il n'y en a pas de plus en plus? Ah, il y en a de plus en plus, ça c'est clair. De plus en plus fort. Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de tsunamis? Alors quelle est la part de l'homme, encore une fois, et pas? Est-ce que c'est naturel ou pas? Est-ce que ce sont des phénomènes naturels ou pas? Je ne sais pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau des tremblements de terre, il y en a de plus en plus, c'est clair. Alors après, on peut reprendre des tas de vieilles prophéties. J'ai plus le nom il y a un prophète extraordinaire qui a annoncé, je sais plus son nom. Dans ces prophéties qui ont été écrites il y a 1500 ans, on dit et les îles commenceront à brûler et l'eau reprendra la place dans les déserts, etc. Mais on rejoint aussi la prophétie plus connue de Nostradamus, par exemple. Oui. Nostradamus aussi. Oui, mais ça, il y a tellement de versions, il y a tellement d'écritures. Ouais. Edgar Cayce, c'est très net. Edgar Cayce, oui, absolument. Qu'est-ce qu'il dit? La côte est des États-Unis, à un moment ou à un autre, va être recouverte d'eau. Or, est-ce que en Louisiane, ça s'est produit ou pas? Maintenant, évidemment, c'est pas. Il y a eu tant de morts, c'est dramatique, etc. Mais c'est pas encore toute la côte est. Et pourtant, à mon avis, c'est alors évidemment rejoindre l'histoire que beaucoup de gens dont beaucoup de gens vont se gosser, à savoir l'Atlantide. Et l'Atlantide et les Mayas sont très liés pour moi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'Atlantide va ressurgir? Parce qu'on vous dit ça, on dit si le jour où vous verrez l'Atlantide remonter, enfin le continent Atlantide remonter à la surface, eh bien ça y est, c'est là.
Il y aura le changement de conscience et l'entrée dans le 5e monde, ou je ne sais plus comment ils appellent ça chez les Mayas, enfin je crois que c'est le 5e monde. Justement, nous avons réalisé une émission avec Nicole Dron, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a fait une ENDE, une expérience aux frontières de la mort, il y a 26 ans maintenant, et qui a rapporté dans ses informations qu'il y aurait la résurgence de l'Atlantide. Alors elle savait pas à l'époque ce que ça voulait dire, elle avait 26 ans, elle était rentrée pour un curetage, et puis bon, elle est partie en décorporation, elle a fait une ENDE, elle est revenue avec toute une somme d'informations, notamment celle-ci. Oh, moi je crois beaucoup à ça, mais maintenant il faudrait savoir si ce qui est intéressant chez les Atlantes, c'est surtout est-ce qu'ils étaient ou pas les gardiens des secrets. D'ailleurs, est-ce qu'ils venaient de la Terre ou pas au départ. Quoique, voilà encore un autre thème, je fais digression sur digression, j'y peux rien. Je crois que c'est le 2e ou le 1er Indigo, je parle de ça en disant, mais nous sommes tous des extraterrestres, puisque nous même si on est né sur la Terre, etc., d'où vient la Terre au départ? Oui. Et donc, ce qui est intéressant, encore une fois, avec la pensée, avec tout ce que je dis, et surtout un thème qui m'est très 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 cher, c'est l'information. À savoir que le dinosaure, la plante, votre voisin, le mur là, tout ça c'était sur la Terre, d'une manière ou d'une autre, en ferment à un moment. Il y a eu le ferment de ça existe oui, absolument, déjà. Oui. Donc quand la Terre est née, il y a 4-5 milliards d'années, elle était déjà informé, il y avait déjà cette information. Donc on venait déjà du Soleil, non? Ouais. Puisque c'est notre système. Et que le Soleil a 15 milliards d'années, la Terre en a 5, donc a priori on venait de là. Après il y a d'autres théories pour les Atlantes, Orion avec les pyramides d'Égypte, etc. C'est possible. Pour moi, il n'y a rien d'impossible. Mais en revanche, il y a une chose certaine, c'est qu'on est tous des extraterrestres au départ, puisque la Terre elle-même n'existait pas, et pourtant on était bien contenu. Cette information était déjà là, et cette information était déjà dans le Soleil quand il est né, et même avant, puisque le Soleil. Donc chaque objet que vous regardez en ce moment même était déjà programmé d'une manière ou d'une autre. C'est impossible autrement. On fait partie d'un grand tout. Mais c'est ça c'est là qu'on rejoint le thème très cher aux Mayas à nouveau, qui est la séparation. Et en fait, on a réalisé aussi avec Jacqueline Bousquet une émission sur les champs informationnels. C'est exactement ça dont je parle. Voilà, donc il y a une réponse là, c'est assez clair. C'est-à-dire, oui. Les champs informationnels, on dépend de champs informationnels, donc c'est tout à fait normal que quelque part on se promène de galaxie en galaxie, de planète en planète, enfin de vie en vie, enfin c'est au sens large du terme. Absolument, oui, ça je le crois, mais je ne sais pas. Jacqueline Bousquet est une vraie scientifique, elle a été au CNRS, etc. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a une capacité de parler de ça d'une manière très pratique, et elle s'appuie sur Sheldrake avec les champs morphogénétiques. C'est vrai que c'est un discours qui me passionne aussi, mais toutes les théories m'intéressent, y compris la théorie des cordes, qui va vous dire quoi? Qu'on n'est qu'information, encore une fois, que voilà. tout est vibration. Ouais. Enfin, information, vibration, c'est proche. Et d'où pour moi, encore une fois, l'occurrence de cette pensée aujourd'hui, qui est là, qui est si forte, et qui a toujours existé, parce que tout n'était déjà tout ce qui est ce que j'aime. Je reprends plein de choses en même temps, mais c'est vrai que le côté visible des choses n'est jamais construit sur l'invisible, et ça c'est Jacqueline Bousquet qui vous le dira aussi. Exactement. Parce que si on reprend la plus petite particule, elle n'existe pas. Scientifiquement, on peut pas dire qu'elle existe. On en déduit qu'elle existe, mais elle n'existe pas parce qu'elle est invisible. Ouais. Donc tout ce qui est autour de nous et qui est tellement visible est fait d'invisible. Est-ce que ça, c'est pas déjà assez troublant? Bien sûr, c'est un peu comme aussi les ondes radio, les ondes de télévision, elles existent bien, pourtant on ne les voit pas. Oui, mais c'est ça. Mais je crois que c'est ça qui est amusant, c'est de se dire qu'on vit dans un monde quand même assez féerique. Oui. Et moi, je me bats depuis toujours contre le matérialisme abruti et abrutissant. Ou le matérialiste abruti en tous les cas, qui vous dit mais non, ça c'est pas, on peut pas reproduire ça. Et d'ailleurs j'adore moi les scientifiques qui vous disent ça, qui s'appuient sur le côté rationnel comme ça, mais qui ont une petite croix. Et ça, je me moque de ça dans le dernier Indigo en disant mais tu crois en Dieu? Oui, alors reproduis-le en laboratoire. Oui, tout dépend justement de la conception de Dieu. Oui, celle qu'on connaît, voilà, elle est difficilement reproductible. Exactement, oui. Voilà, non, c'est pas possible. Le scientifique qui est complètement athée, qui croit qu'on est seul dans le monde parce que les 100 ou 200 milliards de galaxies autour de nous, d'étoiles, c'est un hasard, on est juste là. Pourquoi pas? Son discours m'intéresse, puisqu'il est complètement athée, il va jusqu'au bout de sa logique.
Mais en revanche, le scientifique qui commence à dire oui, mais Dieu c'est autre chose, je crois en lui, c'est fini, son discours m'intéresse plus, quoi. Voilà. Donc Arthur Collin, nous allons conclure cette émission, nous allons rappeler les coordonnées de votre livre. Oui, alors ça s'appelle Prophétie de l'enfant indigo. C'est publié aux éditions du Rocher et les 2 autres volets sont sortis, ils sont toujours dans le commerce. Et il s'appelle l'enfant indigo tout simplement pour le premier et l'œil du monde et l'enfant indigo pour le second, et c'est une sorte de transition entre les deux. L'œil du monde c'est un peu au Tibet, ça se passe un peu au Tibet, à nouveau en Inde parce qu'il y a une partie en Inde, et puis encore une fois aux États-Unis avec une histoire assez forte entre une fille qui est plus âgée que cet enfant qui lui a 12 ans. Et on retrouve tout ça dans le 3e. Voilà. Alors je suppose que vous avez d'autres livres en préparation. Oui, et le prochain, mais alors je sais pas, pour des raisons éditoriales, etc., je sais pas si je pourrais reprendre Arthur Collin parce que ce n'est pas mon nom mais un pseudonyme. Et autrement, oui, il y aura une sorte de concrétisation de tout ce que je dis, à savoir, je vais essayer de développer un petit peu la connaissance qui existe, de toutes les informations que je peux regrouper sur les Bilderberger, j'ai beaucoup de mal à le dire, et sur toutes les sociétés secrètes qui nous entourent, à savoir surtout les Skull and Bones, parce que j'aime beaucoup ça. Alors là, on est à nouveau dans le discours opposé que je tenais tout à l'heure, à savoir le dénigrement, mais quand on sait que Bush et Kerry font partie toujours des Skull and Bones, on peut se dire que si l'un est élu, c'est pas dramatique, de toute façon, parce que l'autre est dans le même clan que lui au départ. Donc ça m'intéresse beaucoup. Je veux dire, déjà de dire, ok, on est des pantins, on nous prend pour des cons, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et après d'essayer d'apporter un côté positif, je pense que le livre le prochain s'appellera Le message interdit. Donc ce sera une histoire de messages que les hommes du dedans, c'est-à-dire ceux qui pourraient être les Atlantes, etc., que certains prétendent avoir rencontrés. Il faut lire la vie des maîtres ou ce genre de livre assez passionnant. Ou Sedonsky, Bêtes, hommes et dieux, par exemple. Et là, on va toucher à une sorte de truisme, hein, puisque qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qui va se passer. On va dire à mon personnage principal, qui sera plus un enfant cette fois-ci, c'est le dernier volet, c'est fini, Indigo, je vais passer à autre chose, parce qu'il y a eu aussi des connotations sectaires qui m'ont beaucoup agacé, et je veux sortir de là. Et c'est de dire, ok, il y a un message, nous on vous le délivre, de toute façon si on n'est pas aveugle, on voit bien qu'il y a un message qui est délivré par la Terre. Essayez de changer les choses. Il faudrait que certains puissants, puisque c'est comme ça que dans la tradition on les appelle, il faudrait que les puissants commencent à changer un petit peu. Mais c'est très difficile parce qu'ils sont dans une place merveilleusement bien pour eux, sauf que il y a une chose qui est égale pour tous, c'est la mort, c'est la fin. Et donc ces gens-là, forcément à un moment de leur vie, vont chercher un sens à ce qu'ils font. Et c'est là que je vais en choper un qui va essayer avec son argent de changer la société. Mais à mon avis, on est un petit peu, on va droit dans le mur et on y va à 150 à l'heure. Vous viendrez nous en parler à la radio? Avec beaucoup de plaisir. Arthur Collin, merci, au revoir, à bientôt. Au revoir et merci beaucoup. Fréquence Évasion.